Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie du cycle conférence RMS concernant la médecine vasculaire. Donc pour ceux qui débarquent, je m'appelle Nathan, je suis interne de cardiologie. Je vais vous parler aujourd'hui de médecine vasculaire. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de 2 présentations avec une première présentation un peu plus centrée sur la théorie avec des rappels de cours et une deuxième présentation qu'on va faire aujourd'hui avec beaucoup plus d'entraînement. Cette présentation sera émaillée également de rappels de cours qui seront plus succincts, sur lesquels je passerai un peu plus vite. Vous pourrez néanmoins screener les diapos pour les rajouter dans vos Anki ou dans vos cours. Voilà. Donc, la petite diapo introductive, comme d'habitude. Je vous ai dit des KFP, des QI, des crocs et des apps. 25 questions en 1h30. Donc, on va aller vite. Je vais d'ailleurs lancer le chrono. C'est parti. Il y aura 4 rappels de cours importants. Un premier sur l'item 226 avec l'embolie pulmonaire. Un deuxième sur l'item 225 avec l'ischémie critique, un petit peu sur l'anévrisme de l'aorte abdominale. Un rappel de cours item 224 sur l'hypertension artérielle. On va traiter de l'hypertension artérielle secondaire et notamment des causes endocrinologiques. Et enfin, un item que j'aime beaucoup, l'item 229, item qu'en fait je déteste, évidemment, comme vous tous, qui est un item que personne ne bosse et pourtant ça tombe. Personne ne sait vraiment dans quel collège le bosser. Eh bien, moi, j'ai la réponse. Je vous conseille de travailler cet item sur les abords vasculaires dans le collège de médecine vasculaire. Vous pouvez également le faire dans le collège d'anesthésie-réanimation. Je vous présente plus les petits personnages. Madame interrogatoire, Miss interrogatoire, que vous retrouverez sur toutes les diapos concernant les interrogatoires. Mister examen clinique qui sera sur toutes les diapos concernant les signes cliniques, les signes physiques. Mister examen complémentaire qui figurera sur toutes les diapos où on parlera d'examen complémentaire, biologie, imagerie, etc. Mister Score sur toutes les diapos avec les scores. Il y a beaucoup de scores à connaître, notamment en médecine cardiovasculaire. Donc, vous aurez Mister Score sur toutes les diapos avec les scores. Enfin, le petit personnage le plus important que vous avez ici, qui figurera sur toutes les diapos que vous pourrez screener et mettre directement dans vos Anki, qui sont des diapos récapitulatives. Et enfin, Miss Urgence, qui, elle, est toujours en panique face au diagnostic d'urgence. Voilà. On va pouvoir commencer. Donc voilà ici toutes les pathologies à travailler dans le collège de médecine vasculaire. Je mets en jaune les pathologies qu'on va traiter aujourd'hui. Le reste, vous trouverez tout dans la conférence de médecine vasculaire classique. On va y aller, on commence par la pathologie veineuse. Je vous rappelle qu'il y a 2 systèmes veineux, un système veineux profond qui draine 90% du sang de façon physiologique et un système veineux superficiel qui lui va drainer 10% du sang de façon physiologique. Le système veineux profond est constitué en allant de la distalité vers le proximal des veines tibiales post et des tibiales antérieures, de la veine fibulaire. Vous retrouvez ensuite la veine poplitée, la veine fémorale, qui rejoint la veine fémorale profonde pour devenir veine fémorale commune, qui se jette dans la veine iliaque, puis la veine cave inférieure. Je rappelle que les thromboses veineuses profondes sont des distales à partir du niveau poplité, mais les thromboses des veines poplitées sont considérées comme les thromboses proximales. Pour ce qui est du système veineux superficiel, 2 grandes veines à connaître, la veine grande saphène à la partie médiale de la jambe et la veine petite saphène à la partie latérale de la jambe qui vient se fixer ici au niveau du creux poplité, tandis que la veine saphène vient se fixer par une crosse dans la veine fémorale commune. On commence par un petit KFP sur le système veineux profond avec la maladie thromboembolique veineuse. Vous êtes interne des gardes aux urgences. Vous recevez Monsieur P, un patient de 55 ans qui vous est amené par le SAMU depuis son domicile pour une dyspnée aiguë. Voici ses constantes. Glasgow 15, Glasgow conservé, une tension artérielle un peu basse, une fréquence cardiaque franchement tachycarde, une fréquence respi franchement tachypnique, une stat conservée sous 15 litres d'O2. Est-ce que, à votre avis, une saturation à 98% sous 15 litres d'O2, c'est une saturation conservée? Je vous laisse y réfléchir, mais je sais que vous avez déjà la réponse. Monsieur P a comme principal antécédent une sclérose en plaques en échappement thérapeutique avec une paralysie totale du membre inférieur gauche. Le sumuriste qui vous transfère du malade vous dit qu'il suspecte une embolie pulmonaire. C'est un patient qui existe vraiment que j'ai reçu en soins intensifs de cardiologie. Je vous demande,
à ce stade de la prise en charge, donc là vous êtes interne aux urgences, quel score vous pouvez utiliser pour prendre en charge Monsieur B? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut utiliser la dernière phrase qui vous dit qu'on suspecte une embolie pulmonaire. Si dans l'énoncé on vous dit qu'on suspecte une embolie pulmonaire, les amis, suspectez une embolie pulmonaire. Il arrive chaque année que dans l'énoncé, on vous dise clairement qu'on suspecte une certaine pathologie et qu'il y en a qui continuent à chercher tous les signes pouvant amener à un diagnostic différentiel. C'est une mauvaise façon de raisonner. Si on vous dit qu'on suspecte une embolie pulmonaire, il faut aller sur le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, on est sur une suspicion d'embolie pulmonaire aux urgences et on vous demande quel score utiliser. Reformulé comme ça, vous allez trouver. On utilise le score de Genève. Je vous ai mis une explication en italique que je vais essayer de vous raisonner à l'oral. Vous êtes aux urgences, vous n'avez pas encore fait le diagnostic d'embolie pulmonaire. Vous avez uniquement une suspicion clinique d'embolie pulmonaire. Pour faire la suite de la prise en charge, il faut d'abord faire le diagnostic d'embolie pulmonaire, éliminer les diagnostics différentiels. Pour faire ça, on utilise soit les dédimères, soit l'angioscanner pulmonaire en utilisant le score de Genève. Le score de Genève vous permet de définir une probabilité pré-test et donc de savoir quel test utiliser pour confirmer ou infirmer votre diagnostic d'embolie pulmonaire. Soit votre probabilité pré-test est élevée, auquel cas vous avez le droit de faire un angioscanner en première intention. Soit votre probabilité est faible ou intermédiaire, auquel cas il va falloir passer par l'étape des dédimères, qui va éliminer les diagnostics, enfin en tout cas vous faire, s'ils sont négatifs, vous faire éliminer les diagnostics d'embolie pulmonaire, et s'ils sont positifs, vous devrez aller à l'angioscanner. D'accord? Ne brûlez pas les étapes ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas, et c'est une grosse erreur, entendre parler de SPESI à la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Lorsque vous prenez en charge l'embolie pulmonaire et que vous n'avez pas fait de diagnostic, vous ne pouvez pas parler du SPESI, qui est un score de gravité. Pour dire qu'une maladie est grave, il faut d'abord en avoir fait le diagnostic. D'accord? Pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire, score de Genève. Pour estimer la gravité de l'embolie pulmonaire, une fois qu'on l'a diagnostiqué, SPESI. Je reviendrai dessus en long, en large, en travers, en travers, après, long, en large et à travers, après. Mais je commence déjà à préciser cette dichotomie des mains. Je vous demande aussi de ne pas confondre le score de Genève avec le score de Wells utilisé dans la TVP. Et je vous conseille, alors c'est une question que j'ai chaque année. Nathan, est-ce qu'il faut apprendre le score de Genève? Ma réponse est simple. Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a trop d'items dans le score de Genève et que vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez oublier des choses importantes. Il faut savoir, par contre, reconnaître, retrouver les grands items qui constituent le score de Genève. On va revenir dessus tout à l'heure. Voilà le score de Genève, le score révisé de Genève. Donc, c'est un score clinico-interrogatoire, en gros, interrogato-clinique, voilà, qui utilise tout votre interrogatoire et tout votre examen clinique. Donc, je vous demande de savoir l'âge, les antécédents, le contexte de chirurgie récent, le contexte de cancer. Ensuite, on vous demande de savoir s'il y a une douleur ou si le patient crache du sang. Et on vous demande d'estimer la fréquence cardiaque et d'aller palper les trajets veineux profonds et de chercher un œdème unilatéral. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence qu'on a faite avant, que l'œdème se cherche et s'objective avec un mètre de couturière avec lequel on va faire le tour du mollet et de la cuisse et on va essayer de montrer une augmentation du diamètre de plus de 3 cm par rapport aux membres contralatéraux. Ce score vous fait classer les patients en 3 catégories de probabilité, faible, intermédiaire, élevé. Si la probabilité est faible ou intermédiaire, il faut doser des dédimères. Si la probabilité est forte, il faut faire un angioscanner. Si les dédimères sont positifs, on fera un angioscanner. Si les dédimères sont négatifs, on s'arrête là. OK. Si l'angioscanner est positif, bon, bah, vous faites votre diagnostic d'embolie pulmonaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. OK. Pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Si vous êtes dans une probabilité forte d'embolie pulmonaire et qu'au scanner, vous ne retrouvez pas d'embolie pulmonaire, ou alors que vous ne pouvez pas faire de scanner, parfois ça arrive. Dans ces cas-là, si vous y croyez vraiment, on peut aller pousser les examens en allant demander une scintigraphie pulmonaire ou un Doppler veineux des membres inférieurs. Aujourd'hui, il n'existe pas d'angioscanner qui ne soit pas assez performant pour passer à côté d'une embolie pulmonaire. Voilà. Il n'existe pas de situation où l'angioscanner passe à côté d'embolie pulmonaire avec les scanners qu'on a aujourd'hui. Ce qui existe, par contre, ce qui peut exister, c'est une situation de contre-indication à l'angioscanner thoracique
alors que vous êtes dans le cas d'une probabilité forte, auquel cas vous avez le droit de faire une scintigraphie pulmonaire ou un Doppler veineux des membres inférieurs. OK. Voilà. Je rappelle que les dédimères ont une très bonne valeur prédictive négative. Ça veut dire que les dédimères négatifs vous permettent d'éliminer une embolie pulmonaire. Il n'existe pas d'embolie pulmonaire sans élévation des dédimères. Néanmoins, une élévation des dédimères ne présage en rien l'existence ou non d'une embolie pulmonaire. Des dédimères élevés, il y en a plein partout. Des patients obèses ont des dédimères élevés, des patients vieux ont des dédimères élevés. C'est pour ça qu'on vous demande de corréler les dédimères à l'âge. Et donc, il faudra quand même aller au scanner pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. On passe à la deuxième question qui existe. Alors, je l'ai rédigée avant de bosser les annales, hein, donc je n'ai pas recopié des annales, mais en fait, il se trouve que cette question, elle tombe chaque année. Donc, il faut bien connaître le score SPSI. Vous avez fait réaliser un angioscanner pulmonaire qui retrouve une embolie pulmonaire proximale. Il y a une dilatation importante du ventricule droit au scanner. Vous utilisez donc le score SPSI pour stratifier la gravité de votre patient. Je vous demande quels sont les 4 éléments parmi les suivants qui font partie du score SPSI. Vous pouvez se réfléchir sur un papier, puis ça c'est pareil, quelque chose d'important. Voilà les items qui font partie du score SPSI. Donc l'âge, non, c'est l'âge supérieur à 80 ans, le sexe féminin, rien à voir. Le cancer, oui, cancer actif fait partie du score SPSI. Les marbrures, non. Si votre patient est choqué, on n'utilise pas le SPSI, on l'envoie directement en réa, s'il vous plaît. La fréquence cardiaque supérieure à 100, non, c'est 110. Attention artérielle diastolique, on n'en parle pas dans le SPSI. Attention artérielle systolique, oui, c'est vrai, mais c'est inférieur à 100. Donc la fréquence cardiaque supérieure à 110, c'est vrai. Les PaO2 au gaz du sang inférieur à 90 mm de mercure.